Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode et on va voir aujourd'hui les mythes en médecine et on va parler des mythes à propos du furosémide. On va voir 8 mythes concernant le furosémide. Alors c'est un médicament qui est très utilisé aux urgences et bien souvent les internes au début ils ont pas mal de questions et c'est le moment de démystifier tout ça. On va débunker toutes les histoires qui se racontent autour du furosémide. Donc la première histoire, c'est que le furosémide donne des insuffisances rénales aiguës lorsqu'on l'utilise. D'ailleurs, c'est un petit peu en commun avec un autre mythe qu'on va voir par la suite. Alors pourquoi? Effectivement, hein, il y a plusieurs études qui montrent que les patients qui vont en réanimation aux soins intensifs, ils ont plus souvent tendance à avoir été traités par du furosémide avec un autre ratio qui est quand même assez important et en fait, le problème de ce genre d'études, c'est qu'on ne fait pas la différence entre, l'origine, les différentes étiologies d'insuffisance rénale aiguë et on ne fait pas la part entre les patients qui sont éventuellement en surcharge vraie, où le rein peut être en réelle congestion, donc les veines rénales sont gorgées, pleines et vont venir altérer la fonction rénale et donc, effectivement, même dans cette étude, par exemple, il précisait que, c'est souvent multifactoriel et c'est difficile de déterminer une cause unique, bien que le sepsis représente, vous voyez, jusqu'à 50 des cas chez les patients en soins intensifs. Donc pour ce premier mythe, à savoir le furosémide qui donne des insuffisances rénales aiguës, c'est plutôt faux quand même. Au final, hein, s'il y a besoin de traiter, on traite la surcharge. C'est plutôt réfléchir dans ce sens. Donc, deuxième mythe, l'utilisation de furosémide ainsi que du remplissage ou une adéquation du volume administré aux patients limiterait les insuffisances rénales aiguës chez les patients qui sont à risque. Alors là, ça sous-entend concrètement les patients qui vont avoir une injection de produits de contraste, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il en est? C'était des cardiologues qui ont fait ça parce que les cardiologues, ils aiment bien mettre des cathéters avec de l'iode pour aller voir les artères. Heureusement qu'ils sont là pour les infarctus et en fait, lors de ces études, ça suggérait qu'il y avait un risque, d'insuffisance rénale aiguë qui, était présent avec les produits de contraste, qu'on pouvait diminuer en adaptant un remplissage ou l'administration de solutés. Eh bien, si on regarde ces études, effectivement, vous voyez que le Contrast Induced Nephropathy, le CIN et le Major Adverse Effect Cardiovascular, eh bien en fait, c'était effectivement globalement diminué en utilisant ces techniques et qu'on pouvait même diminuer l'utilisation, le recours en tout cas aux thérapies de remplacement, donc c'est-à-dire l'épuration extra-rénale, hein, concrètement. Sauf que, eh bien, en fait, il y a d'autres études, dont la SPARC Study, qui a étudié en fait sur un peu moins d'une trentaine de patients, on était autour de 77-73, voilà. Eh bien, en fait, des patients en soins continus, l'utilisation de petites doses, hein, de petites doses de furosémide. Est-ce que ça favorisait ou non? Est-ce qu'il y avait une évolution péjorative ou non de l'insuffisance rénale? Est-ce qu'il y avait un retour à l'antériorité de la fonction rénale? Est-ce qu'il y avait plus de, dialyse? Heu, eh bien non, il n'y avait pas de différence parmi, ces patients, donc pas de différence avec, l'aggravation de la fonction rénale. Donc bon, propos à mitiger. Effectivement, si encore une fois, si le patient est en surcharge, il faut utiliser, du Lasix et si le patient, nécessite une protection rénale avec, l'administration de solutés, et qu'il est pas spécialement en surcharge, on peut effectivement adapter l'administration de solutés pour préserver la fonction rénale. Mais c'est pas en administrant systématiquement furosémide plus, du soluté de remplissage que le patient va être protégé systématiquement. Donc, propos à mitiger tout de même, hein. Il faut pas non plus, se dire, «Je remplis et je mets du furosémide pour qu'il fasse beaucoup pipi, on aura une grosse duresse, donc ça va préserver le rein». C'est faux. Voilà, il faut, adapter au patient.
Après le troisième mythe, eh bien, le furosémide est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale. Ça, globalement, c'est, un petit peu toujours autour du même sujet. Eh bien, plutôt non. Pourquoi? En fait, c'est quand même très utile au niveau de l'effet du furosémide puisqu'il agit au niveau de l'anse de Henle où il va permettre l'excrétion d'eau, de sodium, de potassium, d'acide et de calcium. Et vous imaginez que s'il y a besoin d'éliminer un petit peu tout ça, ça va être très utile. Alors certes, parfois, il faut utiliser des doses plus importantes de furosémide en cas d'insuffisance rénale, alors aiguë, chronique, effectivement, mais s'il y a une hypercalémie, une acidose hyperchlorémique, puisqu'on a mis du NaCl, par exemple, c'est très utile. Et en plus de cela, il y a des études qui essayent de montrer l'utilisation du furosémide comme un test de stress pour prédire en fait la sévérité de l'atteinte rénale. Comment on fait? En fait, la dose test, c'est 1 mg par kilo chez les patients qui sont natifs de furosémide, et chez les patients qui, inversement, ont déjà du furosémide, plutôt 1,5 mg par kilo. Et on regarde la réponse de la diurèse à 2 heures. Et si on est à plus de 200 millilitres, on estime qu'il y a une bonne réponse rénale. Et donc, il y aura une sévérité moindre de l'atteinte rénale. Donc, vous voyez que c'est pas contre-indiqué chez le patient insuffisant rénal. Des fois, ça peut même être très intéressant de savoir s'il y a effectivement une bonne réponse, de permettre l'élimination de certains ions, etc. Donc, là, non, là, c'est faux. Quatrième point, le furosémide fonctionne mieux avec de l'albumine. Alors pourquoi ça fonctionnerait mieux avec de l'albumine? En fait, le furosémide, il est fortement lié aux protéines plasmatiques. Et comme l'albumine, c'est une des protéines plasmatiques, on s'est dit que l'hypoalbuminémie, ce serait associé à une moindre excrétion du furosémide dans les tubules, donc à une moindre efficacité. Alors on a regardé un petit peu tout ça avec les patients cirrhotiques, dans les années 90-2000. C'était pas bien franc. Alors après, il y a d'autres études un peu plus tard, dans les années 2010, qui effectivement montraient une petite, amélioration chez les patients cirrhotiques, mais c'est pas non plus incroyable, surtout que dans les études, souvent, ils prennent, 30 grammes par litre pour, le seuil d'albumine. Donc c'est pas fantastique. Et après, ils ont regardé les patients insuffisants rénaux chroniques, donc avec un DFG à peu près autour de 30 dans cette étude, et ils ont dit, effectivement, on va voir la diurèse et on va voir la natriurèse chez ces patients. Et effectivement, ça améliore un petit peu quand même quand il y a de l'albumine, c'est un peu plus efficace. Et au final, la conclusion de ces études, c'était: utilisons un peu d'albumine pour les patients insuffisants rénaux chroniques, mais, puisqu'il y a forcément un mais si je vous dis ça, en fait, suite à des méta-analyses, on a regardé un petit peu, comment évoluait la diurèse au bout de 8 heures, 24 heures. Alors certes, au bout de 8 heures, ça marche, oui, effectivement. Les 8 premières heures, ça marche, mais après 24 heures, en fait, il y a pas de différence. Donc plutôt bof quand même, ça dépend. Ça peut être utilisé, je pense qu'aux urgences, non, ça a pas sa place. Mais après pour les néphros, effectivement, pour nos collègues néphrologues ou réanimateurs, peut-être qu'il pourrait y avoir un intérêt s'il y a vraiment besoin de lancer une diurèse. Probablement, mais en tout cas aux urgences, plutôt non, clairement. Ensuite, cinquième mythe, le furosémide au pouce seringue électrique, donc en continu, serait plus efficace qu'en bolus en termes de mortalité et ou de durée d'hospitalisation, puisque le but c'est quand même un peu là, c'est plus intéressant, en tout cas c'est assez intéressant comme critère de jugement. En plus c'est plus facile d'utilisation pour les infirmiers, infirmières. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, méta-analyse, encore une fois, comme bien souvent, il y a pas de différence en termes d'incidence au niveau de l'évolution de la créatinine et de l'hypokaliémie, puisque je vous rappelle que ça fait éliminer le potassium, donc le furosémide est hypokaliémiant. Et il n'y a pas de différence non plus en termes de mortalité, de durée d'hospitalisation, des troubles hydroélectrolytiques. Par contre, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que ça permet de diminuer un peu plus, d'avoir un effet sur la diurèse qui est un peu plus efficace. Et ça permet de diminuer le BNP. Alors on va pas traiter le bilan biologique, mais au moins ça nous rassure. Donc effectivement, le pouce seringue électrique, c'est pas mal, mais ça diminue pas la mortalité, ni la durée d'hospitalisation. Donc non, ça c'est faux.
Le sixième mythe, le furosémide permettrait de limiter le recours à l'épuration extra-rénale. Sous-entendu, le patient qui a une dégradation de sa fonction rénale, on se dit, s'il dégrade sa fonction rénale, on va essayer de le faire éliminer on va reprendre un peu la diurèse, et surtout chez les patients qui sont en surcharge. Et bien en fait, est-ce que ça marche ou pas? On en a un petit peu parlé avant, avec cette étude, la SPARC Study, donc c'est 73 participants en soins intensifs, et il y a pas de différence en fait en termes de, vous voyez le critère kidney recovery, donc il n'y a pas de retour à la fonction de base, et le traitement de suppléance, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Alors bon, il y a plus d'anomalies hydroélectrolytiques, et ça, c'est quand même aussi à prendre en compte. Donc le furosémide, ça peut être intéressant comme test si le patient se surcharge, mais en tout cas, ça ne permet pas de limiter le recours à l'épuration extra-rénale. Si le patient a 800 de créate, c'est pas 2 bolus de furosémide qui vont lui remettre les reins sur les rails, si je peux dire ainsi, et donc, ça c'est faux. Septième mythe, est-ce que la reprise de diurèse suite à l'utilisation de furosémide implique un retour à l'état antérieur rénal? En fait, on tourne un peu toujours autour du même sujet, mais c'est important parce que c'est des questions que l'on se pose parfois. Oui, parce que si ça permet la reprise de la diurèse, on peut se dire qu'au final, on a un retour à l'état rénal antérieur. Eh bien non, si je vous dis ça, en fait, c'est pas associé à une amélioration de la mortalité ou à l'utilisation de l'épuration extra-rénale, ou à quoi que ce soit. Effectivement, il y a pas d'implication à l'état antérieur, enfin, il y a pas de retour à l'état antérieur de la fonction rénale. S'il y a un épisode d'insuffisance rénale aiguë, le patient est à risque d'insuffisance rénale chronique par la suite. Donc, là, encore une fois, c'est faux. Et on va voir le dernier mythe, et c'est sûrement le plus intéressant. Le furosémide doit être arrêté en cas d'augmentation de la créatinine plasmatique. Alors, dans quelle situation? Si le patient est en surcharge, on lui met du furosémide aux urgences, et puis là, le lendemain, on se retrouve avec un DFG qui s'effondre, entre guillemets, et une créatinine qui augmente. Oui, mais en fait, il faut quand même se rappeler que, alors les chiffres, c'est à peu près une augmentation de 0,3 mg par décilitre de créatinine, ce qui fait à peu près 30 micromoles par litre. Mais en fait, il faut quand même se rappeler que la créatinine, si elle est mesurée dans le sang, dans le plasma, qui va être un peu diluée avec cette congestion globale, eh bien en fait, c'est probablement normal d'avoir une augmentation de la créatinine par la suite. Ça veut dire qu'on a été efficace. C'est un peu comme l'histoire du sirop. Au début, c'est très dilué, sauf que c'est pas la norme, et c'est pas assez concentré. Et donc, il serait intéressant de regarder la créatinine et l'hématocrite, en fait, par la suite de notre prise en charge. Et d'ailleurs, si on regarde l'ESC et les définitions de l'insuffisance rénale, eh bien, il rappelle qu'il existe des pseudo-insuffisances rénales aiguës, et qu'au final, il faut avoir une certaine tolérance, jusqu'à peu près 30 micromoles par litre. Par contre, effectivement, à partir du seuil de 80-88 micromoles par litre, là, c'est plus tout à fait normal de dégrader sa fonction rénale autant. Et donc là, eh bien, je dirais que ça dépend parce qu'une petite aggravation, ça va, c'est normal. Par contre, par la suite, il faudra s'inquiéter si ça s'aggrave de plus en plus. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines notifications, bien sûr, c'est le but. Et de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.